Bonjour à tous, j'espère que vous passez un agréable dimanche. Aujourd'hui, je voudrais revenir avec vous sur les événements qui se passent en Tunisie, très étonnants, où il semblerait qu'une vague de racisme ait envahi le pays et se déferle contre la population subsaharienne, autant dire la population noire pour aller plus vite. La Tunisie, pourtant, grand et puissant pays d'Afrique, a connu il y a 12 ans la fameuse révolution du jasmin, qui l'a mis au devant de la scène et qui a montré un pays qui refuse son destin, qui refuse les inégalités, un pays qui libère la parole de la femme. Aujourd'hui, on est donc assez étonné par les propos du président Kais Saïd, pardonnez-moi si je ne prononce pas bien, mais qui a eu des propos assez étonnants, ma foi. Le président nous dit, et je les cite, la présence des migrants noirs fait partie d'un plan pour modifier l'identité de la Tunisie, donc sa composition démographique. Il nous dit que les Noirs sont à l'origine de la criminalité, de la délinquance, de la drogue et semble-t-il de tous les méfaits qu'il y a en Tunisie. Ces paroles, semble-t-il, ont libéré sur certaines personnes là-bas des comportements un peu cachés et enfuis en eux qui ont donné droit à des vagues de racisme très importantes. On a vu des bailleurs expulser les étudiants, expulser les gens qui logeaient. Beaucoup de personnes ont été frappées jusqu'à être mis en sang. Il y a des expéditions punitives. Il y a eu un immeuble qui abritait des migrants ou des Noirs tout simplement, parce qu'ils ne sont pas tous migrants, qui ont été brûlés. Et surtout, le président a rendu criminel le fait d'héberger un migrant chez lui. Donc effectivement, c'est autant de choses qui étonnent pour un pays africain. Et quelque part, moi, je ne vous cache pas que quand je lis ça, ça m'interpelle. Parce que vous savez, en Tunisie, la population noire, donc subsaharienne, est assez minoritaire. Hein. On n'est pas du tout sur des vagues comparatives à ce qu'il y a en France, par exemple. La population immigrée noire est à hauteur de 50 000 personnes sur un pays qui compte quand même 12 millions de personnes. Donc, la comparatif me paraît bien déséquilibré. Comment voulez-vous que 50 000 personnes viennent changer démographiquement un pays de 12 millions de personnes? Autant demander à une fourmi de balayer un homme. Bien sûr, cela me semble impossible. Donc, quand je vous le disais, quand on parle de hordes de migrants, il faut savoir qu'il y a une 50 000 migrants africains noirs en Tunisie, dont une partie réside en Tunisie naturellement et qui ne sont pas considérés comme des migrants en tant que tels, puisque ce sont des étudiants qui étudient en Tunisie, qui apprennent la culture tunisienne. Ce sont des diplomates, ce sont des personnes qui travaillent et qui ne sont pas du tout considérés comme des migrants sans papier. Vous avez ensuite les migrants qui, eux, effectivement, sont des migrants, sont des sans-papiers, qui en fait immigrent, eux, vers l'Europe et ne passent la Tunisie que par transit. Donc ce n'est même pas forcément pour y rester. Alors évidemment, dès qu'il y a de la migration, ce genre de choses, il y a nécessairement le besoin de survivre. Donc effectivement, vous allez pouvoir trouver quelques-uns d'entre eux qui vont être dans la drogue ou dans la délinquance. Mais je ne pense pas que ces quelques-uns-là soient là dans un plan national mondial pour changer la démographie tunisienne. Et qui serait donc derrière tout ça? Ce ne sont pas les migrants qui s'organisent entre eux pour changer la Tunisie. Ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui orchestre un tel plan. Donc vous comprendrez qu'on est plutôt sur un scénario de Marvel que quelque chose de réel. Personne ne peut, dans un si petit nombre, aller changer la démographie complète d'un pays. Il est aussi important de souligner que la Tunisie a un rôle de bouclier pour l'Europe. Les autorités tunisiennes travaillent par exemple avec l'Italie, avec qui ils ont des accords de partenariat. Et depuis 2011, je crois bien, l'Italie a versé plus de 41 millions d'euros à la Tunisie pour l'accompagner et l'aider à bloquer les vagues migratoires qui arrivent de l'Afrique du Sud. Donc en fait, beaucoup de migrants qui sont même là, qui sont même bloqués, sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas accéder à l'Italie, accéder à l'Europe. Alors ça, c'est un autre problème. Bien sûr qu'il faudrait, dans l'idéal, qu'il n'y ait pas de vagues migratoires, qu'il passe sur de choses. Mais on n'est pas du tout sur un plan de personnes qui viennent en Tunisie pour
commettre des actes ou faire quelque chose. La plupart d'entre eux ne font que transiter et essayent d'atteindre l'Europe. Alors en toute honnêteté, ça m'interpelle quand même quand je vois des actes comme ça, surtout pour un pays africain. Et encore une fois, loin de moi ici, l'idée, vous avez vu, j'ai pas du tout critiqué la Tunisie, ni les Tunisiens, j'ai pas du tout critiqué le président qui mène sa campagne comme il le faut, comme il le veut du moins, mais peut-être en se trompant, et assurément, si je puis me permettre, en se trompant de combat et certainement en détournant l'attention sur des sujets qui n'ont rien à voir. Parce que, en toute honnêteté, moi, quand je vois ça, eh ben, j'ai envie de tirer un chapeau à la France, hein. Cette France qu'on aime tant décrier, cette France qu'on aime tant insulter, de racisme et autant de choses, mais on se rend compte que, Africains, je dirais même nous Africains, moi je suis d'origine camerounaise, que dans certains de nos pays, on fait pire que ce que des fois on reproche à la France. Vous ne verrez jamais un président français, quel que soit son bord politique, aller carrément crier au crime. Quand il dit aux gens que les Africains, ce sont des délinquants, des drogués, des trafiquants, que voulez-vous que la population pense de cela? Beaucoup d'entre eux, cachés, ont reçu ce message comme une libération, la possibilité d'aller faire des expéditions positives, aller tabasser les Noirs dans la rue. Enfin, en France, vous ne verrez jamais quelque chose comme ça. Et pourtant, la France n'a pas du tout le même niveau d'immigration que la Tunisie. En France, c'est infiniment plus grand. On parle de 10 millions de personnes étrangères en France. On parle énormément d'étrangers. Je crois que les Tunisiens eux-mêmes sont... il y a plus de 700 000 Tunisiens en France et pas 50 000 subsahariens de toutes nationalités confondues en plus. Donc vous voyez que, quelque part, et pourtant, pardonnez-moi, et je précise même, moi je suis d'origine africaine et je suis le premier des fois à avoir en France souffert du racisme. J'habite dans le nord de la France, je suis cadre. Je peux vous assurer que pour trouver un travail à responsabilité, bien entendu, un travail de cadre dirigeant en région lilloise, c'est très compliqué. J'ai pu envoyer des centaines de CV, on n'a jamais répondu. Alors qu'en région parisienne, j'envoie 3 CV, j'ai une réponse tout de suite. Bon, tout est dit. Vous voyez ce que je veux dire? 3 CV en France, à Paris, je suis pris. 100 CV à Lille, on ne me répond même pas. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais loin de moi l'idée de crier au racisme haut et fort. Je pense que chacun d'entre nous, en tant qu'étrangers, nous avons aussi nos combats à mener et nos efforts à faire pour aussi mieux nous intégrer. Quand Zemmour a parlé d'assimilation, tout le monde s'est offusqué, tombé dans les pommes et les insultes et tout ça. Donc c'est pour ça que ça m'étonne de voir qu'en Tunisie, finalement, ils reprennent ce que Zemmour disait en France à leur propre compte. Et là, par contre, quand ça mène là-bas, on ne parle pas trop de racisme. Je suis très heureux qu'il y ait des associations tunisiennes courageuses qui, elles aussi, se dressent contre ce discours-là. Et qui se disent que, oui, là, nous, je suis les Tunisiens, fiers de l'être, fiers de notre pays, et jamais on ne laissera passer un discours haineux. Donc ils se battent avec les moyens qu'ils ont, pas forcément beaucoup de moyens parce qu'ils n'ont pas des financements, tout ça, mais au moins ils se battent, ils vont dans la rue avec leurs convictions et au risque de prendre des coups de matraque. Et ça, quelque part, ces Tunisiens-là aussi me rendent fier. Et encore une fois, dans la vidéo que je fais d'actualité, je dénonce ce qu'il se passe, mais loin de moi l'idée ici devant vous, venir critiquer les Tunisiens. Et au contraire, ce n'est pas du tout mon état d'esprit, mais c'est plutôt de comprendre toujours avec vous qu'est-ce qui fait qu'on arrive à une situation. Qu'est-ce qui fait qu'on était là et puis d'un coup on bascule dans du discours haineux, du discours raciste. C'est vraiment ça qui m'intéresse personnellement. Alors oui, il y a une démographie, naturellement. Vous allez trouver beaucoup plus de Noirs en Tunisie, mais comme vous allez trouver beaucoup plus de Tunisiens dans les pays noirs, comme vous allez trouver beaucoup plus de Tunisiens dans les pays européens. Je vous l'ai dit, moi j'étais ce week-end, hier samedi, j'ai raccompagné ma fille chez les grands-parents du côté maternel. Je l'ai accompagnée là-bas, j'ai pris le métro, le RER, en toute honnêteté, et je vous parle les yeux dans les yeux. Allez prendre le RER du côté de Sevran, vous ne trouverez pas un Français, je vous le dis. Ou du moins, vous ne trouverez pas un Blanc comme dans les années 60. D'accord? C'était 90% des Noirs, des Arabes, des Pakistanais, tout ça.
le Français qui, lui, a vécu dans sa campagne, à l'abri de toutes ces choses-là, il arrive dans ce RER-là, il panique. Pendant tout le trajet, il est comme ça. Il va, qu'est-ce qui se passe? Vais-je mourir? Tout ça. D'accord? Donc, moi, en tant qu'Africain, bon, je ne me sentais pas en danger. Mais je peux comprendre que le Français d'origine, et qui n'a pas connu tout ça, qui n'a pas connu la région parisienne, puisse s'offusquer. Et malgré tout, on arrive quand même, malgré tout en France, malgré tous les problèmes, à vivre ensemble, à se respecter et s'aimer les uns les autres. Donc avant de critiquer la France, moi quand je vois les discours que le président a pu dire, donc avant de critiquer la France, regardons d'abord dans nos propres pays ce qui se passe avant de crier au racisme. Parce que on est parfois, en tant qu'étranger, beaucoup plus raciste que la personne qu'on critique d'être raciste. Et je vous le dis parce que je l'ai vécu et je l'ai souvent vu. Alors bien sûr, je crois que personne n'est dupe et que visiblement, ce discours est là pour détourner l'attention sur d'autres sujets. Parce que la réalité, c'est que la Tunisie, la courageuse Tunisie, vit elle aussi avec la crise, certainement avec les conséquences de la guerre en Ukraine, une crise profonde dans son pays. On parle de pénurie actuellement, de pénurie importante, de pénurie de café, de lait, de sucre, de pâtes. Il y a du rationnement qui commence à se mettre en place, c'est-à-dire que quand vous allez faire les courses, vous n'avez pas le droit à plus de 2 paquets de sucre, par exemple. Donc ce sont des contraintes assez difficiles, comme on a pu connaître pendant le Covid, quand il y avait des pâtes il n'y avait plus toutes pâtes, on était rationné, quoi. On ne pouvait pas en prendre plus de deux, ainsi de suite. Il y a aussi en Tunisie des arrestations importantes d'hommes politiques, d'hommes haut placés, qui sont passés sous les radars. Donc il y a un vrai chamboulement, et quelque part, on empêche peut-être de regarder les vrais problèmes en disant c'est pas ici, c'est là-bas. Et donc toute la population va se déchaîner sur eux. Parce que très honnêtement, entre nous, aller dire que tous les problèmes d'un pays, la Tunisie par exemple, mais aller dire que tous les problèmes d'un pays sont dus à une immigration qui ne compte que 50 000 personnes sur 12 millions, c'est presque un aveu d'échec. C'est-à-dire qu'on est un colosse au pied d'argile. Comment voulez-vous que 50 000 personnes, à eux seuls, puissent, et qui en plus participent à l'économie? Donc quelque part, la vérité c'est que le discours raciste, hein, on peut pas le dire autrement, le discours haineux qui a été prononcé par le président est là pour cacher autre chose. Voilà, en toute honnêteté, et j'espère que les gens vont se rendre compte. Alors, je ne vais pas critiquer le président, je ne le connais pas, ainsi de suite. Il a été élu, il est soutenu par le peuple, donc certainement qu'il l'a fait, il fait des choses bien. Je sais il représente l'intégrité du peuple, il représente un peu une certaine droiture et qu'il est très respecté. Donc, je vais aussi le respecter par rapport à ce qu'il est. Par contre, je ne peux pas respecter les paroles qui ont été dites par rapport à eux. Et puis, en toute honnêteté, vous avez vu ma couleur de peau, je suis plutôt chocolat, donc quelque part c'est un discours qui m'atteint, parce que je me dis que mes confrères qui sont en Afrique, qui sont actuellement en Tunisie, doivent claquer des dents tous les jours. Si vous passez dans la rue, vous pouvez vous faire lyncher à tout moment. Qui voudrait vivre quelque chose comme ça? Mais voilà, ce discours-là, je veux aussi remercier les Tunisiens qui se battent aussi, et qui, eux, aussi en France, sont victimes parfois de racisme. Dire que non, je ne peux pas combattre le racisme en France, mais accepter que dans mon pays, on puisse tabasser des noirs dehors, quoi. Donc ces gens-là, je voudrais aussi les remercier pour cette honnêteté-là, et dire merci de porter aussi la cause et de reconnaître quand nos propres dirigeants n'y arrivent pas. Moi, en tant qu'Africain, alors c'est un peu difficile ce que je vais dire, mais j'en veux aussi énormément aux dirigeants africains qui font à chaque fois, qui obligent la population à s'enfuir parce qu'elle ne laisse aucun espoir sur place, parce que la corruption domine tout et que malheureusement, quand un homme politique africain parfois arrive au pouvoir, en vérité, on s'aperçoit qu'il est là juste pour détourner l'argent, se rendre bien, et puis finalement le reste voilà. Dans mon pays, le Cameroun, je veux dire, c'est un pays, et pourtant l'Afrique est riche de tant de richesses
l'Afrique, le sous-sol africain est rempli de diamants, de mines, ainsi de suite, qui finalement n'appartiennent pas aux Africains déjà, mais voilà, qui sont livrés par nos dirigeants. Alors, le débat, je n'entrerai pas là-dedans, en fait, il est va beaucoup plus loin que ça, parce que bien que nos dirigeants livrent, vendent leur pays aux étrangers, c'est aussi quelque part parce qu'ils sont tenus par les étrangers de certaine manière, d'accord et depuis longtemps, et quelque part, celui qui est élu, c'est, allez, bosse bien, mais ferme ta bouche pour les diamants, quoi. Et ça se passe toujours comme ça. Et c'est ce qui fait que même si un président arrive avec parfois de bonnes intentions, il se retrouve vite rattrapé par une réalité qui est bien plus forte que lui. En gros, tu bouges, t'élimines. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, finalement, l'Afrique ne pourra pas s'en sortir. Mais je suis aussi fatigué, moi, en tant que noir, que nous soyons toujours la risée du monde entier. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un problème, alors les Noirs, on les jette là-bas. Alors, il n'y a pas que la Tunisie. J'ai aussi vu en Algérie des migrants qui sont faits tabasser, enfin des trucs de dingue, quoi. Enfin, des trucs qu'on ne pense pas que ça existe encore aujourd'hui. Mais j'en veux pas, presque pas aux États qui font ça. C'est presque à mes frères que je leur dis, mais pourquoi vous passez votre temps à aller dans des pays où on ne veut pas de vous? On ne veut pas de vous, n'y allez pas. Battons-nous sur place dans nos pays pour les rendre plus forts, pour les rendre meilleurs. Et même si c'est impossible, c'est pas normal que dans nos pays, les Libanais arrivent, et encore une fois, sans faire de racisme, juste un constat, que les Libanais arrivent dans nos pays et arrivent à faire plus de business que les locaux eux-mêmes. Bien, vous n'allez pas me faire croire que personne sur place n'avait pensé à créer un magasin ou quoi que ce soit. Donc voilà, alors ces Libanais, c'est les étrangers en gros, mais qui sont bons parce qu'ils arrivent dans un pays, ils ont compris comment ça marche, paf paf, ils font fortune. Donc chapeau à eux, donc c'est pas à l'étranger que j'en veux finalement, mais c'est à l'Africain lui-même de ne pas avoir la conscience de tout ça et de laisser les autres venir manger le pain sur son pied, parce que c'est son pain, c'est son pays, c'est ton pays, et tu n'arrives même pas à le développer. Donc c'est plutôt ça que je critique. Là encore une fois, même quand c'était en Ukraine qu'il y a eu le début de la guerre, qui s'est retrouvé en mauvaise position, c'était les Noirs en Ukraine. Il y a aussi eu du racisme, on ne l'a pas montré parce que actuellement, bon, c'est l'Ukraine, donc il faut défendre l'Ukraine, c'est les plus beaux, les plus gentils et tout ça, et c'est pas une critique, ils se défendent, ils se battent bien. Mais j'ai constaté, quand il y avait des bus, on bloquait les Noirs, on disait vous montez pas dans le bus, les Ukrainiens d'abord. Ils ont défendu leur pays, mais au bout d'un moment, je me dis, moi, je commence à en avoir un peu marre, les gars, que tout le temps, on soit les mecs on est tout le temps, voilà quoi, genre la poudre à canon, quoi. Donc il serait temps aussi qu'en tant qu'Africain, c'est bien de dénoncer le racisme. Mais le racisme, le meilleur moyen de combattre le racisme, pardonnez-moi, c'est de devenir meilleur, c'est de devenir fort. Le jour où on sera les premiers, le jour où on sera, où l'Africain n'aura plus besoin de demander des milliards à l'Europe pour l'économie, pour ceci, pour cela, et bien ce jour-là, les gens nous respecteront. D'accord? Donc c'est à nous de forcer le respect. Et pas à nous de tout le temps demander de l'aide. Voilà, c'était ma petite vidéo avec une petite fin un peu personnelle. Hein. Je vous livre ici mes pensées les plus profondes en tant qu'Africain, en tant que noir vivant en France. Et je vous souhaite un bon dimanche pour une nouvelle actu. Au revoir.